Mary Wilson range ses dernières affaires dans son appartement de Boston, en pensant au cottage de sa famille où elle se rendra comme chaque année pour Thanksgiving. De l'autre côté de la fenêtre, la neige avait commencé à tomber, créant une douce scène éclairée par les lampadaires. Mary avait gagné le respect en tant que restauratrice de meubles anciens, mais elle n'appartenait pas à sa famille. Mary, votre travail manuel est vraiment charmant. Mais à ton âge, tu n'es pas mariée et tu gagnes ta vie avec une activité qui ressemble à un hobby, dit la voix de sa mère Patricia au téléphone. Mary respire profondément pour rester calme. Ses parents, Robert et Patricia Wilson, sont connus comme une famille prestigieuse de la Nouvelle-Angleterre, et son père a accumulé des millions en tant que banquier d'affaires. Pour eux, il était incompréhensible que leur fille vive de son travail manuel. Maman, ce n'est pas un hobby. La semaine dernière, j'ai reçu une demande du musée d'art de Chicago pour restaurer un précieux bureau victorien. Oui, c'est bien, dit Patricia d'une voix qui révèle son manque d'intérêt. Au fait, Caroline et Raymond arriveront demain matin. À quelle heure arriverez-vous? Mary soupire devant ce changement de sujet. Sa sœur Caroline avait toujours été la préférée de ses parents. Elle avait épousé un avocat diplômé de Harvard et, après avoir divorcé, s'était mariée avec Raymond Harris, cadre dans une société de promotion immobilière. Elle avait eu 2 enfants avec son précédent mari, Eric, 6 ans, et Sophia, 4 ans. Je pense que c'est vers 3 heures de l'après-midi, a répondu Mary. Je suis impatiente de voir les enfants. Oui, les enfants sont impatients de vous voir aussi, surtout Eric, dit Patricia. Mais elle change rapidement de sujet. Caroline apporte un nouveau chardonnay qu'elle a acquis cette année. Il provient d'un vignoble de Napa appartenant à l'un de ses clients. Elle a vraiment de très bonnes relations. Mary acquiesce en silence. Bien qu'invisible à l'autre bout du fil, ce geste était une habitude de longue date. Les conversations suivaient toujours le même schéma. Sa mère louait la réussite de sa sœur et n'évoquait que légèrement les choix de vie de Mary. Après avoir raccroché, Mary se tient près de la fenêtre et porte le pendentif autour de son cou. C'est le seul souvenir qu'elle a hérité de sa grand-mère, Eleanor. Cette dernière était la seule à comprendre et à soutenir le talent et la passion de Mary. Tu as de la magie dans les mains, Mary. Tu as le pouvoir d'insuffler une nouvelle vie aux vieilles choses, disait souvent sa grand-mère. Préserver la tradition tout en créant une nouvelle valeur. C'est le travail d'un véritable artiste. 5 années se sont écoulées depuis la mort de sa grand-mère. Après son décès, la dynamique familiale est devenue plus complexe. Sa grand-mère avait laissé un testament stipulant que le chalet familial devait être hérité à parts égales par Mary et Caroline, mais pour une raison ou une autre, ses parents étaient restés vagues sur les détails. Mary avait évité les conflits juridiques avec sa famille. Alors qu'elle referme sa valise, Mary se souvient de l'appel qu'elle a reçu en début de semaine. Il provenait d'un conservateur du Metropolitan Museum of Art. Madame Wilson, votre réputation est vraiment impressionnante. Pourriez-vous envisager de travailler sur un ensemble de bureaux et de chaises de style Louis XV du XVIIIe siècle que nous possédons? Il s'agit d'une pièce extrêmement précieuse que nous ne pouvons confier qu'à quelqu'un de très compétent. C'était la demande la plus importante de sa carrière. Elle venait de signer le contrat, mais n'en avait pas encore parlé à sa famille. Elle ne pensait pas qu'il comprendrait vraiment. Caroline lui demandait, combien cela va-t-il te rapporter? Son père lui disait, il ne faut pas que cela reste un hobby. Sa mère se contentait de sourire poliment. Avant d'appeler un taxi, Mary s'est arrêtée dans son atelier. Il y avait un rocking chair du XIXe siècle en cours de restauration. Grâce à un travail manuel délicat, il retrouve sa beauté d'origine. Elle passe ses doigts le long de ses courbes, appréciant le toucher des veines du bois. Il ne reste plus que quelques jours avant que tu n'aies terminé, murmura-t-elle, attends-moi jusqu'à ce que je revienne. Le temps passé en famille à Thanksgiving est toujours source d'émotions contradictoires. Mary se réjouit de voir ses neveux et nièces, mais elle en a assez d'être toujours traitée comme une aide ménagère. Chaque année, elle se voyait confier des tâches de cuisine et de nettoyage. Tandis que Caroline dégustait du vin et discutait avec ses parents dans le salon. Cette année sera différente, se dit Mary. Lorsque le contrat avec le musée sera terminé, ma vie changera. Elle serre le médaillon contre sa poitrine, se souvenant des paroles de sa grand-mère, tu as un talent particulier. Le jour viendra où le monde le reconnaîtra. Le bruit d'un taxi klaxonnant devant son appartement ramène Mary à la réalité. Prenant sa valise et jetant un dernier coup d'œil dans la pièce,
Elle se dirige vers le chalet familial. À crépuscule, en passant par les routes enneigées de la campagne et du Massachusetts, Marie arrive enfin au cottage familial. La grande maison de style colonial à 2 étages conserve sa dignité même dans l'obscurité. Cependant, Marie a immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas. Les lumières étaient allumées à l'intérieur de la maison, mais ni la voiture de ses parents ni le luxueux SUV de Caroline n'étaient en vue. C'est étrange, marmonne-t-elle en s'approchant de l'entrée avec sa lourde valise. Lorsqu'elle sonna à la porte, elle entendit le bruit de petits pas dans le couloir. Et la porte s'ouvrit et Eric, 6 ans, se tenait là, le visage anxieux. Tante Marie, dit l'enfant avec soulagement, tu es vraiment venue. Tu es vraiment venue. Bien sûr, j'ai promis, n'est-ce pas? Marie serre son neveu dans ses bras. Où sont les autres? Au lieu de répondre, Eric appela sa sœur. Sophia, 4 ans, sortit du salon en serrant une poupée dans ses bras. Ses yeux se sont également illuminés lorsqu'elle a vu Marie. Tante Marie, s'écria Sophia d'une voix enfantine et elle courut vers Marie. Marie serra les enfants dans ses bras en se sentant confuse et entra dans la maison. Le salon était bien rangé mais vide. Où sont papa et maman? Grand-père et grand-mère, demanda Marie. Eric lui indiqua silencieusement la direction de la cuisine. Marie enlève son manteau et se dirige vers la cuisine avec les enfants. Sur la table, une feuille de papier était posée, écrite sur un bloc-notes dans l'écriture fluide de Caroline. Marie, Raymond et moi avons eu un travail urgent et avons dû nous rendre à New York. Maman et papa sont allés à une exposition d'antiquités à Cape Cod. Ils seront de retour demain après-midi, alors s'il vous plaît, occupez-vous des enfants d'ici à la pointe. Il y a des ingrédients dans le réfrigérateur. Il ne reste plus qu'à faire rôtir la dinde. Marie est stupéfaite. Tout le monde avait disparu la veille de Thanksgiving, ne laissant que les enfants derrière eux. Son smartphone a sonné, affichant un message de Patricia. Marie, nous sommes tellement soulagés que tu puisses garder les enfants. Tu as l'étoffe d'une femme de ménage. Comme d'habitude, assurez-vous que la dinde est bien cuite. L'année dernière, elle n'était pas assez cuite. À demain après-midi. Marie sentit son visage rougir de colère. Elle respire profondément et sourit aux enfants. Rangeons mes affaires et préparons le dîner. Avez-vous faim? Les enfants acquiescèrent avec empressement. Tout en préparant des pâtes simples pour les enfants, Marie les observe. Ils semblaient manquer de leur énergie habituelle. Surtout Eric, qui de temps en temps semblait vouloir dire quelque chose, puis détournait rapidement le regard. Comment se passe l'école? Marie tente d'engager la conversation. Bien, répondit brièvement Eric. Mon professeur m'a félicité pour mon dessin. C'est merveilleux. Que as-tu dessiné? Une maison dans la forêt, a-t-il répondu. Mais papa n'a rien dit quand il a vu mon dessin. Marie fronce les sourcils. Elle avait remarqué que l'expression des enfants s'assombrissait dès que l'on parlait de Raymond. Lorsque Caroline avait épousé Raymond, Marie avait senti une certaine froideur chez lui. C'était un parfait gentleman en société, mais elle n'avait jamais vu comment il se comportait lorsqu'il était seul avec les enfants. Après le dîner, Marie donne le bain aux enfants et les aide à se mettre en pyjama. En dessinant le bras de Sophia, elle remarque une petite ecchymose. Qu'est-ce qui s'est passé? Demande Marie avec douceur. Je suis tombée, répond rapidement Sophia. Mais ses yeux restent fixés sur le sol. Eric était en train d'enfiler son pyjama et Marie a trouvé des bleus similaires sur le haut de son bras. Eric, tu es tombé aussi? Le garçon hésite un instant. Oui, dans les escaliers. Mais je vais bien. L'anxiété gagne la poitrine de Marie. Serait-ce possible? Essaya-t-elle de repousser cette pensée qu'elle ne voulait pas envisager? Mais lorsqu'Eric s'est réveillé d'un cauchemar au milieu de la nuit, en criant « S'il te plaît, arrête », ses soupçons se sont renforcés. Le lendemain matin, jour de Thanksgiving, Marie se leva tôt et commença à préparer la dinde. Les enfants semblent se détendre un peu et tournent autour de Marie pour l'aider. Tante, regarde. Sophia montre fièrement un chapeau de dinde en papier. Eric m'a aidé à le faire. Marie sourit. C'est très joli. Veux-tu en faire un pour moi aussi? Les enfants acquiescent joyeusement et commencent à bricoler à table. Tout en mettant la dinde au four, Marie observe les enfants. Elle voulait chérir ce temps avec son neveu et sa nièce qu'elle voyait rarement. Vers midi, Raymond a appelé.
Marie répondit au téléphone et remarqua que l'expression des enfants s'était instantanément transformée en tension. Les enfants vont bien ? La voix de Raymond était basse et contenait quelque chose d'intimidant. Oui, ils vont très bien. Nous passons un bon moment. Veillez à les discipliner correctement. Surtout Eric. Il est parfois désobéissant. Marie fronce les sourcils. Marie fronce les sourcils. Ce sont tous les deux de très bons enfants. Après avoir raccroché, Eric demanda d'une petite voix. Papa était-il en colère ? Non, il est juste inquiet, a répondu Marie avec douceur. Cependant, elle a senti la même tension chez les enfants lors de l'appel suivant de Caroline. Marie commence à croire que quelque chose ne va pas. Les bleus des enfants, leur attitude effrayée et la même excuse de chute. Tout lui donne un mauvais pressentiment. Dans l'après-midi, alors que la bonne odeur de la dinde rôtie emplit la maison, Marie poursuit les travaux manuels de Thanksgiving avec les enfants. Chaque fois qu'elle voit leur sourire, sa détermination se renforce. Avant que la famille ne revienne demain, elle doit découvrir la vérité. Avant le dîner, Marie a appelé son amie avocate Amanda. Pendant que les enfants regardent la télévision dans le salon. Elle explique la situation d'une voix calme. Vous avez besoin de preuves, dit Amanda. Mais d'abord, il est essentiel de gagner la confiance des enfants. Je comprends, a répondu Marie. Mais je n'ai pas beaucoup de temps. Tout le monde revient demain. Après avoir raccroché, Marie retourne à la cuisine. Sur la table, elle avait préparé un petit festin de remerciements. De la dinde, de la purée de pommes de terre, de la sauce au canneberge et une tarte au potiron. Ce n'était peut-être pas parfait, mais c'était un repas fait avec amour. Eric, Sophia, c'est l'heure du dîner, appela-t-elle. Les enfants se précipitent dans la cuisine, les yeux brillants. Waouh, c'est incroyable, s'exclame Eric. Ça a l'air plus délicieux que la dinde de maman. Marie sourit. Maintenant, avant de manger, disons ce dont nous sommes reconnaissants. Après le dîner, Marie a gentiment mis les enfants au lit. Sophia s'endormit immédiatement. Mais Eric semblait agité dans son lit. Alors que Marie s'apprêtait à quitter la chambre, il appela d'une petite voix. « Tante, reste encore un peu. » Marie s'assit sur le bord du lit et caressa doucement les cheveux d'Eric. « Qu'est-ce qui ne va pas ? » Je n'arrive pas à dormir. De l'autre côté de la fenêtre, la neige continuait à tomber doucement et les ombres des arbres dessinaient des motifs fantastiques sur les murs de la chambre et au clair de lune. Eric se redressa et regarda Marie d'un air sérieux. En fait, il commença, puis s'arrêta. Marie sentit son cœur battre la chamade. Quoi ? Tu peux me dire n'importe quoi. Eric resta silencieux pendant un moment. Puis, comme s'il était résolu, il se mit à parler d'une petite voix. En fait, maman, grand-père et grand-mère ont l'intention de te mettre à la porte aujourd'hui. Marie sentit tout son corps se mettre à trembler. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je les ai entendus parler la semaine dernière, poursuit Eric. Après que papa nous a mis au lit, les adultes buvaient dans le salon et parlaient. Maman a dit qu'il fallait s'assurer que Marie ne puisse plus revendiquer de droit sur le cottage. Marie a sursauté. Le cottage. Oui, la maison que grand-mère a quittée. Maman a dit que les papiers étaient déjà prêts. Une fois qu'elle aura signé après Thanksgiving, tout sera à nous. Dans l'esprit de Marie, les mots de sa grand-mère résonnent, cette maison devrait être divisée en parts égales entre mes deux petites filles. Grand-mère avait toujours traité Marie et Caroline sur un pied d'égalité. Mais ses parents et Caroline semblaient avoir des idées différentes. Sais-tu pourquoi ils organisent cela ? Demanda Marie d'une voix tremblante. Eric fit un léger signe de tête. Maman a dit que les affaires de Marie allaient échouer et qu'elle viendrait bientôt demander de l'aide. Ensuite, nous pourrons lui faire signer des papiers pour qu'elle renonce à ses droits à l'héritage. Marie a ressenti une colère froide. Ses affaires marchaient bien et elle avait même reçu une commande importante du Metropolitan Museum of Art. Mais sa famille croyait, ou espérait, qu'elle échouerait. Eric, as-tu entendu autre chose ? Le garçon regarde nerveusement autour de lui et poursuit d'une voix encore plus petite. Grand-père a dit que, légalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Le testament d'Éléanore a été réécrit. Le sang de Marie se glaça. Cela signifiait-il que le testament de sa grand-mère avait été modifié ? C'est impossible. Avant de mourir, sa grand-mère avait dit à Marie de garder une copie du testament. Et cette copie,
Marie l'avait dans le coffre-fort de son appartement. Eric, merci de me l'avoir dit Marie en serrant la main de son neveu. Y a-t-il autre chose qui te préoccupe? Les larmes montent aux yeux d'Eric. J'ai peur de papa et virgule. Avoue-t-il enfin. Il nous crie dessus, Sophia et moi, et nous serre les bras. Quand je le dis à maman, elle ne me croit pas. Elle me dit juste de ne pas mentir. Les soupçons de Marie se sont transformés en certitude. Raymond abusait des enfants et Caroline fermait les yeux. Et ses parents, savaient-ils et ne faisaient-ils rien? Papa dit que si tu dis quoi que ce soit à tante Marie, il se passera des choses bien pires, poursuit Eric d'une voix tremblante. Mais je sais que tu es quelqu'un de gentil. Tu n'es pas comme ce qu'ils disent tous. Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Demande Marie avec crainte. Maman dit que Marie est toujours jalouse. C'est pour ça qu'elle se sent seule. Et grand-père dit qu'elle est une honte pour la famille. Pendant un instant, Marie est restée sans voix. Cela lui faisait mal de savoir comment sa famille la considérait. Mais il y a des choses plus importantes à faire maintenant. Eric, écoute, dit-elle d'un ton sérieux. Il n'y a rien qui cloche entre toi et Sophia. Ce sont les adultes qui ont tort. Je vais faire quelque chose pour m'assurer que vous restez en sécurité tous les deux. Vraiment? L'espoir s'allume dans les yeux d'Eric. Je le promets, déclare Marie. Je ne laisserai personne vous faire du mal. Eric sourit de soulagement et s'endormit peu à peu. Marie reste un moment assise près du lit, écoutant la respiration de l'enfant. Dans son esprit, un plan se dessine. En quittant la chambre, Marie jeta un coup d'œil discret dans la chambre de Sophia. Sa jeune nièce affichait un visage paisible et endormi. Marie referme discrètement la porte et retourne dans sa chambre. Les mains tremblantes, elle envoya un autre message à son amie avocate Amanda. Question urgente. Besoin de rassembler des preuves avant le retour de la famille demain. Possibilité de maltraitance d'enfants et de falsification du testament de la grand-mère. En attendant la réponse, Marie s'assit près de la fenêtre, contemplant le paysage enneigé. Elle ouvre le médaillon qu'elle porte au cou et qui contient une petite photo de sa grand-mère et d'elle-même en train de sourire. Aide-moi, grand-mère, murmura-t-elle. Que dois-je faire? À l'improviste, son smartphone a sonné. C'était un appel d'Amanda. Marie, que s'est-il passé? La voix de son amie semblait inquiète. Marie explique la situation à voix basse. Amanda posait parfois des questions tout en écoutant attentivement. Tout d'abord, nous devons enregistrer le témoignage des enfants, dit Amanda. Il faut aussi prendre des photos des bleus. Demain matin, le plus tôt possible. Vous avez une copie du testament de votre grand-mère, n'est-ce pas? Oui, dans mon appartement. Demain matin, mon ami Tom ira la chercher. Il est digne de confiance. Où sont vos clés? Marie donne des instructions et discute des contre-mesures. Marie et dit Amanda à la fin de l'appel. Vous faites ce qu'il faut. Les enfants ont besoin de vous. Et tu as le droit de révéler la vérité. Après avoir raccroché, Marie s'est assise sur le lit, mais n'a pas pu dormir. Sa tête était remplie de pensées sur la trahison de sa famille et sur la façon de sauver les enfants. Après minuit, elle a entendu les pleurs de Sophia. Se précipitant dans la chambre, elle trouve sa jeune nièce tremblante, réveillée par un cauchemar. Tout va bien, dit Marie en prenant Sophia dans ses bras. Tante est là. J'ai rêvé que papa était en colère, sanglote Sophia. Tout va bien maintenant. Papa n'est pas là. Marie reste aux côtés de Sophia jusqu'à ce qu'elle s'endorme à nouveau. Sentant le petit corps se détendre avec soulagement, Marie renforça sa détermination. Elle ferait tout pour protéger les enfants. Une confrontation avec sa famille était inévitable. Mais ce soir, elle connaissait enfin la vérité et était prête à agir. En retournant au lit. Marie se souvint des paroles de sa grand-mère. Le vrai courage, c'est le pouvoir de faire ce qu'il faut, même quand on a peur. Demain, son courage sera mis à l'épreuve. Mais pour l'instant, elle a besoin de rassembler ses forces dans un court sommeil. De l'autre côté de la fenêtre, la neige continuait de tomber tranquillement, enveloppant la maison d'une couverture blanche. Elle semblait annoncer le début de quelque chose de nouveau. Marie respire profondément et ferme les yeux. Le lendemain matin, Marie se réveilla avant l'aube.
De l'autre côté de la fenêtre, la neige s'était arrêtée et le soleil matinal commençait à teinter d'or le paysage enneigé. Elle se met immédiatement à l'œuvre. Suivant les instructions d'Amanda, elle prépara l'enregistreur vocal de son smartphone et attendit que les enfants se réveillent. Eric est le premier à se lever. Encore en pyjama, se frottant les yeux, il entre dans la cuisine. « Bonjour, Eric », dit Marie en souriant gentiment. « Tu as bien dormi ?» Le garçon acquiesce. « Oui, je n'ai pas fait de mauvais rêves. »« C'est bien », dit Marie en préparant le petit déjeuner sur la table. « Je peux t'en dire un peu plus sur ce que tu m'as dit hier soir ? C'est très important. » Eric hésita un instant mais acquiesça après avoir vu l'expression sérieuse de Marie. Marie active l'enregistreur de son smartphone en toute décontraction. « Peux-tu me redire ce que papa t'a fait à toi et à Sophia ?» Eric a commencé à parler d'une petite voix. Il a détaillé comment son beau-père Raymond leur faisait peur, parfois en leur attrapant les bras ou en les poussant contre le mur. Lorsqu'il en a parlé à sa mère Caroline, elle ne l'a pas cru ou lui a simplement conseillé de ne pas mettre papa en colère. « Peux-tu me montrer ce bleu aussi ?» demande Marie à voix basse. Eric a remonté sa manche, révélant l'échymose encore bleue et noire. Marie prend une photo et note l'endroit et la date de la blessure. Au bout d'un moment, Sophia se réveille à son tour. Marie a également sorti son témoignage et a noté les bleus sur son corps. Les enfants semblaient ouvrir progressivement leur cœur lorsqu'ils pouvaient parler à un adulte digne de confiance. Après le petit déjeuner, Marie a échangé des messages avec Amanda tout en laissant les enfants regarder la télévision. Elle a appris que la copie du testament de sa grand-mère avait été récupérée dans son appartement et qu'elle était désormais en possession d'Amanda. « Il est tout à fait valable sur le plan juridique », écrit Amanda. « Ta grand-mère déclare clairement que le chalet doit être divisé en parts égales entre toi et Caroline. De plus, l'exécuteur testamentaire n'est pas tes parents mais l'avocat de ta grand-mère. » James Hamilton. Marie soupire de soulagement. Les preuves s'accumulent. Amanda a continué à dire qu'elle avait également contacté les services de protection de l'enfance et la police. Ils examineront les preuves et décideront des mesures à prendre. « À quelle heure votre famille revient-elle » demande Amanda. « Vers midi, ont-ils dit ?» a répondu Marie. Au cours de la matinée, Marie a préparé le déjeuner avec les enfants en utilisant les restes de Thanksgiving. Elle s'efforce de paraître calme, mais son cœur bat la chamade. Pendant des années, elle a été traitée comme la moins que rien dans sa famille. Et maintenant, elle se levait pour révéler la vérité. Peu après midi, des bruits de voiture se firent entendre. Eric et Sophia se sont précipités à la fenêtre, puis se sont tournés vers Marie avec des expressions tendues. « Tout va bien se passer, dit Marie en serrant les enfants dans ses bras. « Tante est là avec vous. » Caroline et Raymond entrèrent les premiers. Derrière eux suivaient Patricia et Robert. Tous avaient l'air joyeux, portant des sacs de courses et des sacs de cadeaux. « Marie, » dit Caroline d'une voix claire. « Les enfants vont bien ? La dinde était-elle délicieuse ?» Marie les regarde en silence. Devant son silence, les sourires des adultes qui étaient entrés s'estompent peu à peu. Il faut qu'on parle, dit enfin Marie. « Pouvez-vous tous vous rassembler dans le salon ? Il s'est passé quelque chose, demande Patricia. Son regard passe de Marie aux enfants. Les enfants, montez à l'étage, dit doucement Marie. Les adultes ont besoin de parler. Eric et Sophia acquiescèrent rapidement et montèrent les escaliers en courant. Raymond fronce les sourcils mais ne dit rien. Réunis dans le salon, Marie pose une copie du testament de sa grand-mère sur la table basse. Qu'est-ce que c'est que ça ? Demande Robert. C'est le vrai testament de ma grand-mère, répondit Marie. Mon avocat et moi l'avons confirmé. Le chalet doit être divisé en parts égales entre Caroline et moi. Ce n'est pas ce que tu m'as dit. L'air de la pièce se figea. Caroline est la première à réagir. Qu'est-ce que tu veux dire ? Qui t'a dit une chose pareille, Eric ? Répondit Marie à voix basse. Il a entendu vos conversations. Tu avais l'intention de me faire renoncer à mes droits, n'est-ce pas ? Robert se lève. C'est absurde. Tu crois un enfant. Pas seulement Eric, Marie a sorti son smartphone. J'ai des preuves. Elle commença à faire jouer l'enregistrement. Les petites voix d'Eric et de Sophia résonnent dans la pièce, racontant leur peur et leur douleur. Ensuite, elle a montré des photos des ecchymoses sur le corps des enfants. Qu'est-ce que cela veut dire ? Dit Raymond d'une voix dangereuse. Maltraitance d'enfants, dit Marie en le regardant droit dans les yeux. Et vous le saviez tous.
À tout le moins. Vous l'avez soupçonné, mais vous l'avez ignoré. Le visage de Caroline pâlit. Marie, que dis-tu? Les enfants mentent. Ils veulent juste de l'attention. Ça suffit. La voix de Marie résonne dans la pièce. Je ne me tairai plus. Essayez de forger le testament de la grand-mère, fermez les yeux sur les abus des enfants. Est-ce là ce que fait une vraie famille? Raymond fait soudain un pas vers Marie. Vous ne pouvez rien prouver. Et la police et les services de protection de l'enfance ont déjà été prévenus, dit Marie calmement. Ils ont toutes les preuves. Patricia acquiesce comme une conspiratrice. Marie, tu essaies de diviser la famille. Tu as toujours été jalouse. À ce moment-là, la sonnette de la porte d'entrée retentit. Marie regarde l'horloge. Juste à l'heure. C'est la police, dit-elle. Pour interroger les enfants et poser des questions à Raymond. Observant sa famille paniquée, Marie se dirigea vers la porte. En l'ouvrant, elle vit un policier en uniforme et une assistante sociale en tailleur. Êtes-vous Marie Wilson? Demande le policier. Nous venons pour un signalement de maltraitance d'enfants. Oui, je vous en prie, entrez, les invita Marie. De retour dans le salon, Raymond a le visage rouge de colère. Caroline s'est mise à pleurer et ses parents sont stupéfaits. Et la vraie famille n'est pas une question de lien du sang, mais d'amour et de confiance, dit Marie à voix basse. Les enfants ont le droit d'être en sécurité et aimés. Et j'ai le droit que la vérité soit révélée. Le policier s'approche de Raymond et commence à lui expliquer la situation. L'assistante sociale parle à Caroline. Marie monte à l'étage pour rejoindre les enfants qui attendent. Tout va bien se passer, leur dit-elle en les prenant dans ses bras. Personne ne vous fera plus de mal. À l'extérieur des fenêtres enneigées, une nouvelle journée commençait. Un jour de douleur et de vérité. Mais aussi un jour de nouveau départ. Marie serre le médaillon de sa grand-mère, reconnaissante du courage qu'il lui a donné. 3 mois après Thanksgiving, beaucoup de choses avaient changé. Le tribunal avait reconnu Marie comme tutrice temporaire d'Éric et de Sophia, et grâce aux fonds provenant de la vente de meubles anciens de valeur qu'elle avait restaurés, elle avait loué un appartement spacieux avec des chambres pour les enfants. Et la maison à 2 étages de style brownstone était très différente de son ancien petit appartement. Dans le salon se trouvait un canapé du 19e siècle qu'elle avait restauré à la main, et les murs étaient décorés des dessins des enfants. La maison, autrefois silencieuse, est maintenant remplie de rires d'enfants. Éric a commencé à se faire des amis dans sa nouvelle école et Sophia s'épanouit dans un jardin d'enfants du quartier. Les ombres de la peur qui avaient habité leurs yeux s'estompaient peu à peu. Remplacées par la curiosité et un sentiment de sécurité. Raymond était détenu pour maltraitance d'enfants, incapable de payer sa caution, et son procès devait commencer bientôt. Au début, Caroline avait blâmé Marie avec une colère et un déni féroce. Ses parents ont également affirmé haut et fort que Marie avait kidnappé leurs petits-enfants. Cependant, au fur et à mesure que les preuves policières et les témoignages des enfants s'accumulaient, ils ont commencé à changer d'attitude. Caroline, en particulier, a dû faire face à la gravité des actes de son mari. Elle a commencé à suivre une thérapie et vient de temps en temps rendre visite aux enfants. Ces visites, d'abord tendues, sont progressivement devenues plus amicales. Les parents gardent toujours leur distance. Le statut social qu'ils s'étaient construit est ébranlé et beaucoup de leurs amis ont pris leur distance. En ce qui concerne le testament de la grand-mère, les enquêtes judiciaires progressent et révèlent que les parents l'ont volontairement dissimulé. Par un samedi après-midi pluvieux, on sonne à la porte. Lorsque Marie ouvre, Caroline est là. Elle avait l'air fatiguée, mais son regard était plus doux qu'auparavant. Puis-je entrer? Demanda Caroline d'une petite voix. Marie ouvre silencieusement la porte et invite sa sœur à entrer. En buvant un café dans le salon, Caroline prit enfin la parole. Marie, j'ai aussi été sa victime, avoue-t-elle en pleurant. Raymond, dès le début de notre mariage, il y a eu contrôle psychologique et intimidation. Je ne pouvais pas dénoncer la situation des enfants. J'étais figée par la peur. Malgré ses émotions complexes, Marie voit la souffrance se dessiner sur le visage de sa sœur. Je voulais ta force, poursuit Caroline. Tu as toujours suivi ton propre chemin. En essayant de répondre aux attentes de nos parents, je me suis perdue. En ce qui concerne la question de l'héritage familial, Caroline a admis franchement, j'ai simplement fait ce que nos parents m'ont dit. Mais maintenant, je veux résoudre ce problème légalement et correctement. Comme le souhaitait ma grand-mère. Cette année-là, à l'occasion de Thanksgiving, un modeste dîner est organisé dans la nouvelle maison de Marie.
Sur la table se trouvait une dinde avec toutes les garnitures qu'elle avait préparées avec soin. Caroline poursuit sa thérapie et rétablit peu à peu sa relation avec les enfants. Les parents ne sont pas invités, ils justifient encore leurs actes. Avant le repas, Eric propose un petit toast à voix basse. À tante Marie qui nous a protégés. Merci de nous avoir appris que la vraie famille, c'est des gens qui aident quand on a des problèmes. Sophia a ajouté, maman aussi fait des efforts. Avec le pendentif de sa grand-mère contre sa poitrine, Marie a senti naître une nouvelle forme de lien familial. Caroline et Marie se sont souri. Comprenant que la famille n'est pas seulement une question de lien du sang, mais aussi d'amour, de respect mutuel et de volonté de se serrer les coudes dans les moments difficiles. De l'autre côté de la fenêtre, les premières neiges ont recommencé à tomber. Mais l'hiver de cette année annonçait un nouveau départ.